Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire Mon espace santé et Genius à destination des entrepreneurs. On va attendre encore une petite minute avant de commencer. En attendant, un petit rappel des bonnes pratiques de ce webinaire. Le webinaire est donc enregistré, il vous sera envoyé par mail dès la fin de l'événement. Si vous souhaitez récupérer le support de présentation, n'hésitez pas à nous écrire à monespacesanté@isanté.gouv.fr. Je vais vous remettre l'adresse dans le chat. Et enfin, si vous voulez avoir une meilleure lisibilité des slides, n'hésitez pas à vous mettre en plein écran avec le petit bouton qui est en bas à droite de votre écran. Voilà, écoutez, bon webinaire à tous et là, je te passe la main. Merci Elodie. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est le premier webinaire que l'on organise dans cette configuration dans le cadre du programme Genius et en lien avec toutes les actions que nous sommes en train de lancer pour réussir ensemble Mon Espace Santé. L'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs, des entrepreneurs, des start-upers du numérique en santé, d'abord de comprendre la stratégie du numérique en santé dans laquelle s'inscrit Mon Espace Santé, de savoir comment fonctionnera Mon Espace Santé pour les entreprises et de savoir comment est-ce que vous pourrez faire référencer votre solution numérique dans Mon Espace Santé. En introduction et avant de démarrer, vous avez sûrement entendu parler, pour certains d'entre vous, depuis quelques temps maintenant, de ce qu'on appelle l'espace numérique de santé, qui est prévu par la loi OTSS de juillet 2019. Eh bien, Mon Espace Santé n'est rien d'autre, on va dire, que le nom commercial de l'espace numérique de santé. Donc, ne soyez pas surpris. Dorénavant, l'espace numérique de santé s'appellera Mon Espace Santé et c'est le mot qu'on utilisera pendant tout le webinaire aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer vraiment le webinaire en vous décrivant ce qu'est Mon Espace Santé, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et qu'est-ce que c'est que le processus de référencement de votre solution dans Mon Espace Santé, je vous propose de démarrer avec un petit film que Elodie va nous diffuser pour remettre un peu Mon Espace Santé au cœur de la feuille de route du numérique en santé que l'on porte à la délégation du numérique en santé. Elodie, je te donne la main. Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé, pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de Mon Espace Santé. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité, avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi ils s'emparent de Mon Espace Santé. Avec la création de Mon Espace Santé, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné. Rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire Mon Espace Santé, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens
qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte que Mon Espace Santé s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser Mon Espace Santé. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de Mon Espace Santé et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par Mon Espace Santé, prenons un exemple. Celui d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète, il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cas d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement dans son dossier médical les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de Mon Espace Santé. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, Mon Espace Santé propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à Mon Espace Santé, elle aura automatiquement accès depuis un seul agenda sécurisé à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, Mon Espace Santé sera testé à l'été 2021 par la population de 3 départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer Mon Espace Santé. Les retours de ces premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Alors, pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoirs publics, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que Mon Espace Santé soit demain accessible à tous, mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. Donc on n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. Alors voilà, le petit film avait pour objectif de partager à tout le monde un certain
éléments d'information, tous un niveau de connaissance de mon espace santé équivalent. Vous avez pu voir quelques captures d'écran, quelques maquettes pour pouvoir se projeter dans le service. Ce que je vous propose maintenant, c'est de dérouler tranquillement l'ordre du jour que vous voyez à l'écran. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de vous partager tous les éléments qui sont liés à la construction de mon espace santé. Je vous partagerai également tous les sujets qui sont en cours de construction, sur lesquels nous n'avons pas forcément encore tous les éléments de réponse. Et en fin de webinaire, nous aurons un temps d'échange pour répondre à toutes les questions éventuelles que vous auriez encore en tête. Alors, pour démarrer, vous l'avez vu dans la vidéo, mon espace santé, c'est un espace de confiance personnelle qui permettra à tous les usagers, tous les citoyens, de gérer ces données de santé et de faire en sorte de les partager avec les acteurs en qui ils ont confiance, que ce soit des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services numériques référencés qui respectent le cadre de valeurs, de sécurité, d'éthique et d'interopérabilité dont je vous parlerai un peu plus tard. L'idée de cet espace confidentiel, c'est qu'il permette à chacun de gérer ses données de santé en un seul et même endroit, en l'alimentant lui-même ou en faisant en sorte que les professionnels de santé qui interviennent dans son parcours de soins l'alimentent également. Le rôle des applications et des services numériques référencés pourrait aussi alimenter mon espace santé et l'espace personnel et la gestion des données de santé à la main du patient. Donc, l'objectif, on en parlera tout à l'heure, c'est de construire une manière pour l'usager de gérer facilement qui peut avoir accès à quoi dans ces données de santé. C'est le côté personnalisable de l'application. Et enfin, l'idée est vraiment d'avoir un espace de stockage qui soit sécurisé de façon à garantir la confiance aussi bien des usagers, de nos concitoyens, que des professionnels et des établissements de santé qui alimentent et consultent ces données de santé dans la prise en charge des patients qu'ils accompagnent. C'est toute l'ambition de mon espace santé. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de construire mon espace santé? Dans la continuité des travaux qui ont été menés depuis plusieurs années aujourd'hui autour du DMP, on a beaucoup appris des freins liés aux usages, des freins liés aux sujets techniques d'interopérabilité et de déploiement, mais on a aussi vu en quoi est-ce que ça répondait à de réelles attentes des usagers, de nos concitoyens. En 2017, une étude démontre que 70% des Français exprimaient déjà le besoin d'accéder et de gérer en ligne leur dossier médical pour ne plus avoir à stocker leurs papiers, à prendre le risque de les perdre et à surtout devoir systématiquement répéter les mêmes informations aux professionnels qui interviennent dans leur prise en charge. L'objectif avec mon espace santé, c'est de donner accès aux personnes à leurs données de santé, de faire en sorte qu'ils alimentent par eux-mêmes leurs données de santé et qu'ils puissent ainsi les partager avec les personnes qui interviennent dans leur prise en charge. L'objectif donc, c'est aussi de permettre cette gestion de ces données de santé de façon simple, en un seul et même endroit, avec un service qui soit aussi conçu d'un point de vue de son design, de son ergonomie, pour être accessible au plus grand nombre. On le voit également, il y a une vraie notion d'échange qui est importante aux yeux des Français qu'on a pu interroger. 85% des Français qui ont été interviewés dans le cadre d'une enquête que nous avons menée l'été dernier prévoient d'utiliser la messagerie sécurisée de santé telle qu'on leur a présentée dans le cadre de l'étude pour échanger avec leurs professionnels de santé. Je vous dirai quelques mots du mode de fonctionnement de cette messagerie. Et enfin, pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne, qu'il soit effectivement utilisé par les usagers, mais aussi par les professionnels de santé, eh bien, il faut garantir un cadre de confiance et de sécurité qui permette aux personnes de gérer leurs données de santé en toute confidentialité. Et c'est notamment c'est notamment le rôle des pouvoirs publics dans cette affaire, c'est de construire cet espace en assurant des gages de confiance qui permettront aux usagers de utiliser ce service en toute sécurité. Et encore une fois, toujours dans le cadre de la même étude que nous avons menée à l'été dernier, 4 Français sur 5 se disent favorables à ce qu'un tel service soit développé par un acteur public.
Donc, vous le savez, mon espace santé s'inscrit dans le cadre général de la stratégie du numérique en santé, que certains d'entre vous peuvent connaître sous la forme de cette maison, qui représente vraiment la politique que l'on porte au ministère, c'est-à-dire de développer le numérique en santé de demain en collaboration avec les acteurs du secteur privé, avec les acteurs de notre système de soins. Et donc, l'objectif, c'est de définir le rôle des puissances publiques, le rôle de l'État dans la mise en œuvre des référentiels, des services socles qui vont permettre derrière de construire sur des fondations solides des usages à valeur ajoutée, en toute confiance, en toute sécurité pour nos usagers, mais aussi d'apporter tout le soutien aux initiatives portées par des acteurs privés pour développer l'innovation, développer l'accès au marché, développer l'engagement des acteurs de l'écosystème dans la réussite de cet enjeu qui ne pourra être qu'une réussite collective. Grosso modo, cette stratégie, cette feuille de route, qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens? D'abord, c'est l'État qui met en œuvre mon espace santé. C'est en directe application de la stratégie qu'on appelle Data Platform que je vous décrivais à l'instant. Pour les citoyens, c'est aussi un service public numérique qui devient ouvert par défaut, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2022, toute personne qui ne se sera pas opposée à la création de mon espace santé verra son espace numérique de santé ouvert par défaut. Concrètement, comme le disait Annika dans la vidéo, tous les usagers, tous les assurés sociaux recevront un courrier ou un courriel les invitant à activer mon espace santé, leur présentant le fonctionnement du dispositif, leur donnant les codes pour activer leur compte et dans un délai d'1 mois, si la personne ne s'est pas explicitement opposée à la création de mon espace santé, même si les modalités d'exercice de ce droit d'opposition vont être en ligne extrêmement simple ou via le support de l'assurance maladie, toute personne qui ne se sera pas opposée verra son compte Mon Espace Santé ouvert par défaut. C'est notamment une manière de lever des freins historiques au déploiement du DMP liés au faible taux d'usage, d'alimentation, lui-même engendré par le faible taux de création. Et on était en fait dans une sorte de spirale auto-génératrice, un serpent qui se mord la queue, avec, puisqu'on avait un faible taux de DMP ouvert, un faible taux de DMP alimenté, et donc un faible taux de DMP consulté, et donc un faible taux de DMP créé. L'objectif avec ce qu'on appelle le processus d'opt-out, donc de création automatique, c'est de venir rompre cette spirale et de permettre à tous les citoyens de gérer leurs données de santé avec mon espace santé à compter du 1er janvier 2022. Derrière, toujours dans la même étude que nous avons menée à l'été dernier, on a, du point de vue de la promesse, de la proposition de valeur, un vrai intérêt exprimé par les utilisateurs potentiels, avec 8 personnes sur 10 qui se disent favorables à l'utilisation de mon espace santé. On se dit bien que demain, toute l'activation et l'usage se situera dans des parcours de soins que l'on devra construire ensemble, dans des parcours utilisateurs avec des propositions de valeur plus précises, plus personnalisées, mais le principe général d'un système national qui facilite la gestion de ces données de santé, tel qu'il a été présenté aux usagers, génère une vraie adoption, une vraie attente de la part de nos concitoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entrepreneurs du secteur? Eh bien, on le verra ensemble tout à l'heure un peu plus en détail, mais vous verrez, dans mon espace santé, on a un catalogue de services numériques qui vont être référencés par la puissance publique et donc exposés aux usagers qui pourront consulter ce catalogue pour soit découvrir des services utiles pour leur prise en charge, soit permettre à certains des services qu'ils utilisent déjà de consommer et d'alimenter mon espace santé, de consommer et d'alimenter les données de santé, leurs données de santé, dans mon espace santé. Pour cela, pour être référencé, eh bien, il faudra être conforme à la doctrine technique du numérique en santé, doctrine technique qui est publiée tous les ans, qui définit les règles communes, partagées, de sécurité, d'interopérabilité, d'éthique qui s'appliquent aux services numériques en santé en France. Pour vous, c'est aussi des travaux qui peuvent commencer dès 2021 pour se mettre en conformité avec cette doctrine technique et je vous présenterai tout à l'heure quelques outils
qui vous permettront d'avancer sur ces sujets-là. Ce sera aussi une façon de mettre en visibilité vos services au plus grand nombre dès le 1er janvier 2022 et ensuite au fil de l'eau, puisque la date d'entrée en production, on va dire, c'est le 1er janvier 2022, et bien évidemment, le processus de référencement qui sera ouvert aux acteurs économiques du secteur sera ouvert en continu et vous pourrez candidater pour voir votre service référencé tout au long du déploiement de Mon Espace Santé. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le mode de fonctionnement de Mon Espace Santé. Donc, je vous le disais, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, dans la partie qu'a présentée notamment Annika, Mon Espace Santé, c'est principalement, dirons-nous, 4 grandes fonctionnalités. D'abord, le premier à vous concerner directement, c'est le catalogue de services numériques référencés, qui sont des services développés par des acteurs privés, par des acteurs publics, qui peuvent être gratuits ou payants, et qui pourront donc figurer dans le catalogue de Mon Espace Santé, et qui pourront, pour certaines d'entre elles, lorsqu'elles s'inscrivent dans des finalités bien précises, candidater à échanger des données de santé avec Mon Espace Santé, toujours après le consentement éclairé de l'utilisateur. On reviendra sur cette notion de consentement. L'idée ici, à retenir principalement, c'est vraiment qu'on aura, dans cette vision d'État plateforme, avec ce catalogue de services numériques référencés, une acception très ouverte, très inclusive. On a volontairement choisi de mettre en avant la richesse de l'offre du secteur. On va garantir un certain nombre de règles, bien évidemment. On va sélectionner les services qui vont être référencés vis-à-vis de leur conformité à un certain nombre de critères, mais sur la nature des services, sur le public auquel ils s'adressent, sur les éditeurs de ces solutions-là, on garde une approche qui est extrêmement ouverte pour faire en sorte de vraiment mettre en avant la richesse du secteur, de l'offre des solutions numériques du secteur. Pour nous, le catalogue de services de Mon Espace Santé, c'est vraiment un outil de régulation et d'accélération du marché pour les solutions numériques en santé. Donc, on rentrera bien évidemment un peu plus en détail dans le mode de fonctionnement de ce catalogue et dans le processus de référencement. Autre sujet extrêmement important que vous retrouverez dans Mon Espace Santé, c'est le dossier médical. Alors, il s'agit là d'une refonte du DMP historique pour qu'il soit plus simple à utiliser du point de vue des usagers, avec notamment une nouvelle catégorisation des documents, des données, pour être plus facile à remplir par l'usager lui-même et pour être plus facile à comprendre lorsqu'il est alimenté par des professionnels de santé. L'objectif, au-delà des documents de santé tels qu'on les connaît aujourd'hui, structurés au format CDA R2, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui sont les normes d'interopérabilité qui s'appliquent dans le cadre du DMP, en plus de ces documents de santé-là, eh bien, on va créer de nouvelles catégories de documents qui figureront dans le dossier médical. Tout d'abord, on va créer ce qu'on appelle des mesures de santé, qui vont être une dizaine de mesures dans un premier temps, qui donnent une vision globale de l'état de santé d'une personne, poids, taille, glycémie, tension artérielle. Ce sont un ensemble de données que l'on a construit avec les médecins conseils de l'assurance maladie et qui sont les données essentielles à prendre en compte lorsque on prend en charge un patient pour la première fois. Ces données, que l'on appelle donc mesures de santé, aujourd'hui je vous disais une dizaine de données, eh bien, elles vont être structurées dans un format qu'on appelle FHIR, que certains d'entre vous connaissent certainement également, et elles pourront être alimentées par l'usager lui-même, par les applications référencées au catalogue que l'usager aura consenti à échanger avec Mon Espace Santé, et par les professionnels de santé qui prennent en charge la personne. Ensuite, en plus des documents historiques du DMP, en plus de ces données qu'on appelle mesures de santé structurées au format FHIR, on a le profil médical qui constitue un peu, on va dire, la fiche de synthèse de la santé d'une personne avec ses antécédents et ses allergies, ses antécédents familiaux, quelques éléments liés à son environnement c'est vraiment en grosso modo des informations qui sont par exemple extrêmement utiles lorsqu'on prend en charge un patient pour la première fois
que ce soit pour une consultation en ville ou dans le cadre d'une pré-hospitalisation. L'objectif du profil médical de mon espace santé, c'est vraiment de faire en sorte que l'usager saisisse une seule et unique fois les informations de santé qui le concernent et qu'il puisse ensuite les partager avec les applications de santé qu'il utilise, avec les établissements ou les professionnels de santé qui interviennent dans sa prise en charge. C'est vraiment les outils de base, les données de synthèse de sa santé qu'il pourra stocker en un seul et même endroit pour ne plus avoir à les répéter systématiquement et surtout pour faire en sorte que les professionnels de santé qui le prennent en charge puissent gagner du temps dans cette prise en charge-là en ayant directement accès à ce profil médical. Donc voilà ce que nous retrouverons demain dans le dossier médical de mon espace santé. Les documents structurés du DMP, tels que vous les connaissez aujourd'hui, des mesures de santé au format FHIR qui vont décrire la situation, l'état de santé à un instant T de la personne et le profil médical qui reprend les antécédents et les allergies de l'utilisateur pour qu'il puisse ensuite les partager avec les différentes personnes et services qui interviennent dans la prise en charge de sa santé. Troisième élément, la messagerie. Alors, la messagerie, certains d'entre vous connaissent certainement ce qu'on appelle l'espace de confiance MS Santé, ces règles de principe de échange de données de santé entre professionnels. Eh bien, la messagerie de mon espace santé n'est rien d'autre qu'un pont entre cet espace de confiance et les usagers. L'objectif, un peu comme vous le voyez aujourd'hui, par exemple, de votre application bancaire, c'est d'avoir un endroit pour pouvoir échanger de manière sécurisée avec les professionnels qui interviennent dans votre prise en charge. Concrètement, un professionnel pourra vous écrire à partir de sa messagerie, qu'on appelle donc MS Santé, pour vous envoyer une ordonnance, des informations complémentaires, un rappel à une date clé avant une hospitalisation, par exemple. Et pour lui, de son côté, l'objectif, c'est de pouvoir faire ces échanges de manière sécurisée, le plus automatisé possible. D'ailleurs, on a choisi comme format d'adressage que ce soit l'INS de la personne @patient.mssanté.fr. L'objectif étant, dans les logiciels qui proposent des solutions de messagerie MS Santé, qui gèrent déjà l'INS, de pouvoir automatiquement envoyer un message à son patient après une consultation, avant une hospitalisation, dans le cadre de sa prise en charge, pour éviter les usages que l'on a vu notamment se déployer grandement l'année dernière après le premier confinement, d'échanges de données de santé sur Gmail, sur WhatsApp, dans des environnements non sécurisés, gratuits, dont on sait que le modèle économique est basé sur l'exploitation des données qui y sont échangées. Donc l'objectif là, c'est vraiment de proposer une alternative à ces échanges non sécurisés qui permettent de garantir aussi bien la responsabilité du professionnel que la sécurité des données de santé du patient. Enfin, la dernière fonctionnalité que l'on retrouvera dans mon espace santé, comme le présentait Annika dans la vidéo, c'est l'agenda. L'agenda, concrètement, l'usager pourra y alimenter bien évidemment lui-même des rendez-vous. Il pourra aussi récupérer par exemple des rendez-vous qu'il aurait pris d'une application de prise de rendez-vous pour centraliser en un seul et même endroit ces données de santé. Mais pour nous, vraiment, le plus important, c'est de pouvoir utiliser cet agenda comme un outil de gestion, de prévention et de parcours de soins, notamment pour mettre en place les rappels des dates clés des examens de prévention. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil proactif de santé publique pour pouvoir pousser des informations dans l'agenda personnel des personnes, enfin des usagers, pardon, pour faire en sorte qu'ils sachent que, par exemple, arrivé tel âge, ils doivent faire tel examen de contrôle. Que, par exemple, sur la base des données de vaccination qui sont dans leur carnet de vaccination, eh bien, tel rappel arrive bientôt. C'est vraiment l'objectif là de l'agenda. Ce n'est pas un outil de prise de rendez-vous, ce n'est pas un outil de gestion de parcours, c'est vraiment un outil à la main du patient pour pouvoir gérer ses données de santé, gérer son parcours de soins, éventuellement partager les données de son agenda. Et c'est aussi un outil de prévention à la main des organisations de santé publique pour pouvoir faire de l'information personnalisée sur les dates et les rendez-vous clés de prévention et de contrôle. Alors, quelques mots pour vous, éditeurs de services, start-up, entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que être référencé à mon espace santé? Donc, tout d'abord, le plus important, c'est en interaction avec ces 4 fonctionnalités, c'est bien évidemment d'intégrer
le catalogue de services de mon espace santé. Et pour cela, il s'agit de passer le processus de référencement, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure sur son déroulé. En synthèse, il s'agira pour vous de déclarer un certain nombre d'informations, de notre côté ensuite d'instruire les éléments qui ont été déclarés et enfin de mener un certain nombre de tests techniques sur des environnements de tests avec des jeux de données de tests pour pouvoir consommer les API publics de mon espace santé. Ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, bien évidemment, dans le cadre de la messagerie, notamment pour ceux d'entre vous qui éditez des solutions de messagerie sécurisées de santé, eh bien, vous pourrez faire en sorte que les professionnels de santé que vous outillez échangent de manière sécurisée avec leurs patients. C'est toute la promesse de la messagerie de santé de mon espace santé. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que vous avez passé le processus de référencement, eh bien, il y a un certain nombre, on va dire, de spécifications techniques, des API d'échange avec mon espace santé qui vous permettront de consommer les ressources de mon espace santé, les documents du DMP, les événements d'agenda, les données du profil médical, les mesures de santé dont je vous parlais à l'instant, mais aussi d'alimenter mon espace santé. Information importante à vous partager à ce stade, dans le cadre qui est défini par la loi, seules les applications de prévention, de diagnostic, de soins et de suivi social et médico-social peuvent candidater à de l'échange de données. C'est-à-dire que la loi, elle définit un scope de finalité dans le cadre duquel il faut s'inscrire pour pouvoir recueillir le consentement de la personne aux échanges de données. C'est extrêmement important de respecter ces finalités. Je vous les rappellerai tout à l'heure si vous le voulez dans le chat pour pouvoir candidater à ces échanges de données. Je les répète encore une fois, il s'agit des finalités de prévention, de diagnostic, de soins et de suivi social et médico-social. C'est lorsque vous vous inscrivez dans l'une de ces 4 finalités et que vous êtes conforme à un certain nombre de critères dont on va parler à l'instant, que vous pourrez consommer les ressources de mon espace santé, que ce soit les données de profil médical, des mesures de santé, les documents de santé du DMP ou les données d'agenda. Voilà comment fonctionnera le catalogue de services de mon espace santé. On s'est dit que pour vous présenter peut-être extrêmement explicitement si oui ou non vous êtes concerné par le sujet du référencement de votre solution à mon espace santé, en fait, ça se résume en 3 questions. Et c'est ça vraiment qui, quelque part, incarne vraiment notre position extrêmement inclusive vis-à-vis de l'offre des solutions numériques qui sont sur le marché. Pour savoir si vous êtes concerné par le sujet, ça se résume en 3 questions. Une fois qu'on a répondu à ces 3 questions, on peut rentrer dans les critères, dans les niveaux de maturité, dans les spécifications techniques, mais vraiment, la première question à vous poser pour savoir si oui ou non vous êtes concerné, c'est les 3 questions à l'écran. D'abord, est-ce que votre solution numérique s'adresse aux particuliers, que ce soit un patient ou simplement un usager citoyen dans le cadre d'un parcours de prévention, ça veut dire qu'il n'est pas encore patient en tant que tel, entre guillemets. Donc, vraiment, votre solution, pour être référencée, doit s'adresser, entre guillemets, à l'usager final, qui est le citoyen, qui est le patient. Ensuite, votre solution, pour être référencée au catalogue des services de mon espace santé, eh bien, elle doit concerner la santé, le bien-être ou l'autonomie des personnes, dans une acception extrêmement large, celle de l'OMS, de ce qu'est la santé, incluant le bien-être et l'autonomie. Donc, on veut vraiment offrir aux utilisateurs de mon espace santé une fenêtre sur la richesse de l'offre des services numériques en santé qui existent sur le marché. Enfin, dernier point, sur la typologie de services qui peuvent être référencés, et ben vous voyez, c'est extrêmement large. Ça peut être une application mobile, un site web, une application en lien avec un objet connecté, DM, pas DM, quelle que soit la classification, tant qu'il s'agit d'une application,
d'un site web ou d'un service numérique en lien avec un objet connecté, alors ce service peut être référencé au catalogue de services de mon espace santé. Donc, ça se résume en 3 questions pour savoir si oui ou non vous êtes concerné par ce référencement. Alors, avant de rentrer justement un peu plus dans le détail du processus de référencement, quelques éléments de synthèse, beaucoup de choses que l'on s'est déjà dit, mais grosso modo pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que le catalogue de services de mon espace santé, c'est un outil de régulation et d'accélération de l'offre de services numériques sur le marché en France. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, une visibilité, le fait d'être référencé au catalogue de services de mon espace santé, un service public numérique accessible à tous dès le 1er janvier 2022, selon les modalités que je vous décrivais tout à l'heure, qu'on appelle d'opt-out, c'est-à-dire de création automatique par défaut. Nous aurons tous, à partir du 1er janvier 2022, un compte Mon Espace Santé. Pour vous, être référencé, c'est aussi une forme de garantie de confiance, puisque pour être référencé à ce catalogue de services, vous devrez être conforme à un certain nombre de critères de sécurité, d'interopérabilité, de critères techniques, de critères éthiques. Et donc, c'est aussi une manière de démontrer à vos utilisateurs la valeur de votre service, en tout cas sa conformité à un certain nombre de critères qu'on vous décrira un peu plus précisément par la suite. Et enfin, pour les services qui s'inscrivent dans les 4 finalités que je vous ai partagées et que je répète pour qu'on les ait bien tous en tête, c'est-à-dire de prévention, de soins, de diagnostic et de suivi social ou médico-social, les services référencés pourront accéder aux données de santé de mon espace santé, bien évidemment, après le consentement de la personne. Donc, lorsque l'on s'inscrit dans ces 4 finalités, on peut définir le scope de données utile pour remplir tel ou tel service en lien avec la finalité poursuivie. Et l'usager, on va dire unitairement, un par un, chacun, entre guillemets, dans son âme et conscience, pourra consentir à ce que telle ou telle application qu'il utilise alimente ou consomme les données de mon espace santé. Un usager pourrait par exemple consentir à ce que telle application alimente son profil médical et consomme ses données d'agenda. Ou inversement, qu'elle consomme ses données de profil médical, mais par contre, qu'elle n'alimente rien. Donc, ce sera vraiment à la main de l'usager. Nous, ce que l'on va mettre en place, c'est le processus qui nous permettra de définir ensemble les conditions selon lesquelles vous pouvez accéder à ces ressources. C'est vraiment une première en France et donc on va le faire pas à pas. Les choses ne seront certainement pas parfaites au démarrage, mais c'est la première fois qu'on cherche à ouvrir aussi largement l'accès aux données de santé pour le bien des personnes à la main des usagers entre les services produits, les données produites par les professionnels de santé, les données saisies par les usagers eux-mêmes et les données produites par des applications et des services numériques de santé du secteur. Donc voilà en synthèse un peu ce que vous apportera demain le catalogue de services référencés de mon espace santé. On va rentrer un peu plus dans le détail là sur le mécanisme de référencement. Alors, petit mot d'introduction sur ce sujet-là, tout est encore en chantier. On est encore en train de construire le processus de référencement. Ce que je vais vous montrer à l'écran, c'est ce qui est déjà stabilisé. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, qu'on va publier, qu'on va mettre en concertation, sur lesquelles on aura besoin aussi de vos retours, de votre contribution, puisque comme je vous le disais, on est en train de construire quelque chose là d'assez inédit en fait, en France et aussi à l'étranger d'ailleurs. Donc, sur le processus de référencement, voilà concrètement, on va dire, le chemin que devra parcourir un éditeur de solutions, un porteur de solutions numériques, un entrepreneur qui développe une solution numérique en santé. D'abord, il s'agit de savoir si oui ou non je suis concerné. C'est les 3 questions qu'on s'est posées jusque-là. Systématiquement,
Nous, on va consolider tous les éléments qui sont, comme je vous le disais, en cours de construction et on va les mettre à disposition du grand public dans un parcours dédié sur la plateforme Genius que vous connaissez certainement. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs du secteur dans une démarche pas à pas jusqu'à leur référencement à mon espace santé. Une fois que j'ai validé que j'étais bien concernée, eh bien, il faut que je sache si je suis conforme aux critères, à la doctrine technique du numérique en santé. Pour cela, tout d'abord, il suffit d'aller consulter la doctrine technique, encore une fois, sur Genius, où vous en avez une version, on va dire, vulgarisée, simplifiée, plus accessible, savoir à quel référentiel et service socle est-ce que votre solution doit être conforme. C'est vraiment pour nous une manière de aussi diffuser la doctrine technique du numérique en santé. Donc là-dessus, vous avez les ressources, elles sont aujourd'hui disponibles. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui parfois ne sont pas suffisamment claires ou qui mériteraient d'être clarifiées. C'est vraiment notre enjeu aujourd'hui que de rendre ces éléments de doctrine le plus simple et accessible pour les acteurs du secteur. Une fois qu'on sait à quel référentiel est-ce que je dois me soumettre, entre guillemets, à quel référentiel est-ce que je dois être conforme, eh bien, il faut qu'on commence à imaginer quel parcours est-ce que l'on va proposer à nos utilisateurs. Donc, vous l'aurez compris, encore une fois, sur les 4 finalités que je vous ai partagées tout à l'heure, si vous inscrivez dans l'une de ces 4 finalités, eh bien, vous pouvez alimenter mon espace santé, proposer à l'utilisateur d'alimenter mon espace santé avec les données issues de vos applications. Si par exemple, vous faites une application pour laquelle il n'y a pas d'interface avec les professionnels qui interviennent dans la prise en charge des personnes, eh bien, vous pouvez proposer à l'usager de récupérer les données de santé qui sont stockées dans votre service pour les partager avec leurs professionnels de santé dans le cadre de mon espace santé. Ou tout simplement, si vous voulez proposer, on va dire, une solution un peu de portabilité de vos données à vos utilisateurs, vous pouvez leur proposer alimenter mon espace santé avec les données en question. De même, si vous avez besoin, pour fluidifier le parcours de vos utilisateurs, pour personnaliser leur expérience, pour personnaliser le service proposé à vos utilisateurs dans votre solution, d'accéder à un certain nombre de données concernant son état de santé, que ce soit en préparation d'une téléconsultation, par exemple, ou pour un service de personnalisation de prévention, ou pour les téléservices de préhospitalisation, par exemple, et qu'il est utile d'avoir des informations sur l'historique médical des personnes pour fluidifier leur parcours, eh bien, vous pourrez demander à l'utilisateur de consentir à ce que votre solution récupère les données de santé de mon espace santé. Donc pour ça, je vous ai décrit là assez génériquement les données de santé qui seront exposées via les API publics de mon espace santé. En synthèse, pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit des documents du dossier médical partagé, il s'agit des données du profil médical qui sont les antécédents et les allergies, et il s'agit des mesures de santé. Aujourd'hui, une dizaine de mesures de santé, peut-être qu'on en aura plus au fur et à mesure des années. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des données de santé de base des usagers qui peuvent être distribuées aux acteurs du secteur. Il faut vraiment imaginer là mon espace santé un peu comme un broker de données de santé qui ouvre les transactions après consentement de l'utilisateur concerné. Donc, ça, c'est pour pouvoir se projeter, imaginer les cas d'usage, imaginer les échanges de données qu'il pourrait y avoir entre mon espace santé et ma solution. Une fois que j'ai une idée claire là-dessus, pareil, vous pourrez consulter ces informations-là sur le parcours guidé dans Genius, qui vous présentera notamment les ressources disponibles plus précisément. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il s'agit d'aller évaluer ma solution avec l'outil Convergence. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer ma solution? Eh bien, c'est évaluer notamment ma conformité au référentiel et au service socle. Donc, si vous n'avez pas encore consulté le questionnaire de Convergence, n'hésitez pas à y faire un tour. Il répertorie toutes les exigences, tous les critères applicables aux services qui souhaitent être référencés à mon espace santé. L'objectif de Convergence, initialement, c'est de mesurer la conformité de l'offre
à la doctrine technique, mais demain, dans le cadre de mon espace santé, ça sera un passage obligé du processus de référencement. Alors, une fois que j'ai validé que j'étais concernée, une fois que j'ai vérifié que j'étais bien conforme à la doctrine technique du numérique en santé, eh bien, comment est-ce que concrètement je fais pour être référencée au catalogue de services? D'abord, mon espace santé aura, on va dire, ce que nous, on appelle entre nous un portail éditeur, ça veut dire un espace institutionnel où, en tant qu'éditeur, vous pourrez aller créer votre compte. Pour vous simplifier la vie, éviter la gestion multiple de comptes, on se dit qu'on va utiliser les mêmes identifiants de convergence, puisque comme je vous le disais, ce sera un parcours obligé, une étape obligée dans le parcours de référencement. Donc, on fait une sorte de SSO native. Si vous avez rempli Convergence, si vous avez un compte Convergence, vous utilisez le même compte pour créer votre compte dans le portail éditeur de mon espace santé. Donc, ce portail éditeur, on a pour objectif d'en avoir une première version à l'automne. Ensuite, je dépose ma demande. Je dépose ma demande, grosso modo, c'est donner un rapport de l'évaluation de sa solution sur Convergence et répondre à un certain nombre de questions, on va dire, spécifiques, propres au processus de référencement, comme par exemple le champ de données auquel vous souhaitez accéder, les finalités qui y sont associées. Alors, pour ne rien vous cacher, tous les services qui souhaiteront accéder à des données de santé, les services qui s'inscrivent dans les 4 finalités dont on s'est parlé tout à l'heure, eh bien, ils auront des critères renforcés. C'est-à-dire qu'on a une approche qui va être, on va dire, graduelle, adaptée en fonction du niveau d'échange, en fonction des données auxquelles les éditeurs souhaitent accéder. On va avoir une approche, on va dire, proportionnée sur les exigences qui s'imposent aux acteurs. Si vous candidatez pour un simple référencement, c'est-à-dire en sorte que soit visible, découvrable dans mon espace santé, le processus sera, on va dire, moins contraignant d'un point de vue des critères applicables. Donc, au moment du dépôt de la demande, il faudra notamment dire si oui ou non on souhaite accéder à des données de santé dans le cadre de son référencement pour proposer donc des services à valeur ajoutée à nos usagers. Donc, dans le cadre de la soumission du dossier, une fois que ça s'est fait, entre guillemets, la balle est dans notre camp. Nous, acteurs en charge de l'instruction, on va aller vérifier un certain nombre des éléments qui ont été déclarés, vérifier la conformité effective à la doctrine technique, avant de passer à la phase de test technique de connexion aux API. C'est uniquement lorsque ces 2 conditions seront vérifiées que la décision de référencement sera prise et que la convention de référencement pourra être signée. Donc, pour la partie test technique, dont on ne sait pas beaucoup parlé encore, nous, notre objectif, c'est vraiment de publier au fil de l'eau tous les éléments de documentation technique dont on dispose. Aujourd'hui, on a pour objectif, on a des premiers diagrammes de flux qui traitent notamment de la question de la réidentification des personnes pour les échanges de données. Comment est-ce que je m'assure que l'utilisateur et la Gariani de telle application est bien le titulaire de tel compte du côté assurance maladie. Ça, c'est vraiment des sujets qui nous ont beaucoup mobilisés avec un certain nombre d'éditeurs partenaires avec qui on a construit le processus de référencement. Donc, au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, on va publier cette documentation technique et l'objectif, c'est de vous mettre à disposition tous les éléments nécessaires à la compréhension du dispositif, même d'un point de vue technique, au fil de l'eau, au fil de leur construction. Donc voilà, étape 4, une fois que les tests techniques sont réussis, la solution, elle est effectivement disponible sur mon espace santé, donc visible par l'ensemble des utilisateurs. Et puis, au fil de l'eau, il va falloir mettre à jour votre demande de référencement en cas d'évolution de votre solution. Et puis, sur une base régulière, il va falloir revoir la déclaration de conformité, puisque votre solution peut changer, mais les exigences applicables également. Pour la robustesse du processus général, bien évidemment, nous, on prévoit de mettre en place un certain nombre d'audits a posteriori pour aller vérifier
que la conformité déclarée est bien observée dans les solutions qui sont référencées. Voilà, j'ai essayé d'être précise et aussi très transparente sur l'état d'avancement des travaux à date. N'hésitez pas, j'imagine que vous avez pas mal de questions là-dessus. Je prendrai un moment pour y répondre. Je continue très rapidement là-dessus, qui n'est vraiment que une redite sous une autre forme de ce qu'on s'est dit avant dans la partie 3 de la slide précédente. Simplement pour dire, donc l'objectif, c'est de remplir une déclaration, on va dire, de conformité à la doctrine technique, de constituer son dossier d'évaluation, de déposer sa demande en partant du dossier convergence qui a pu être pré-rempli, de soumettre ce dossier à l'évaluation de la conformité, qui sera donc assurée du côté des puissances publiques par l'assurance maladie, l'Agence du numérique en santé et le ministère des Solidarités et de la Santé. Si à l'issue de l'analyse de ce rapport, le service n'est pas conforme, alors un rapport de non-conformité est envoyé à l'éditeur qui a fait la demande. S'il est conforme, eh bien, il poursuit son chemin. D'abord, il intègre les espaces de test de mon espace santé et en parallèle, le dossier, on va dire, disons, administratif est soumis à décision, on va dire indépendamment des tests, en parallèle, histoire de gagner le plus de temps possible. Si les tests réussissent, alors le service est effectivement référencé après la signature de la convention. Voilà, grosso modo, comment est-ce que le processus de référencement en tant que tel fonctionnera. Quelques outils pour vous aider dans votre démarche. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, passage obligé, convergence. Le service existe déjà. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ça vous permettra de prendre un peu connaissance des questions, même si elles évolueront nécessairement au cours de l'année 2021, mais ça vous permettra d'avoir un peu une vision globale des exigences liées à la doctrine technique du numérique en santé. Ensuite, à partir du moment où le portail éditeur sera disponible, eh bien, vous devrez vous connecter à votre compte, comme je vous le disais, avec les identifiants de convergence pour finaliser votre demande en remplissant un certain nombre d'éléments complémentaires. Enfin, sur les ressources disponibles pour faire cette demande de référencement, vous connaissez peut-être un outil qui s'appelle Gazelle, qui est un outil qui permet de publier de la documentation sur des éléments d'interopérabilité, aussi bien sémantiques que techniques, et ça vous permettra, par exemple, de tester en amont de votre demande de référencement votre conformité à un certain nombre de spécifications. La partie, donc le Gazelle existe déjà. La partie Mon espace santé de Gazelle n'est pas encore alimentée, comme je vous le disais, sur les éléments de documentation technique. C'est encore un travail en cours. On en est encore au stade des diagrammes de flux pour définir, grosso modo, comment fonctionnera techniquement l'architecture et le dispositif d'échange. Enfin, on publiera, comme je vous le disais, la documentation publique sur les API au fil de l'eau. On met en place, avec les collègues du GIE Sésame Vital, un support à destination des éditeurs qui souhaitent faire référencer leurs solutions, qui permettront donc aux éditeurs d'obtenir toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin pendant leur parcours de demande de référencement. Et bien évidemment, Genius, que vous connaissez tous, qui publiera donc un parcours guidé Mon Espace Santé pour accompagner les éditeurs pas à pas dans la découverte de Mon Espace Santé et dans leur demande de référencement. Je termine et ensuite on passe aux questions. Je termine en vous donnant quelques éléments de calendrier. D'abord, vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure en introduction, on a une phase pilote qui démarre à l'été dans 3 départements. Les 3 départements, c'est la Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique. On va tester une version bêta du dispositif uniquement, où on n'aura que la messagerie, que le dossier médical. On n'aura pas encore les données d'agenda, on n'aura pas encore le catalogue de services référencés. À partir du 1er janvier 2022, on généralise le service, toutes les fonctionnalités sont disponibles, et ce, dès le 1er janvier 2022, pour toutes les personnes qui le souhaitent. Nous, on va faire la campagne d'adressage pour faire en sorte que tout le monde ait accès à ces identifiants, mais pour toute personne qui souhaiterait créer son compte Mon Espace Santé, elle pourra le faire dès le 1er janvier 2022 de façon proactive.
En parallèle, sur la construction du processus, je vous l'ai dit, c'est un travail qui est en cours, notamment avec un groupe de travail d'une trentaine d'éditeurs qui a été sélectionné suite à un appel à candidature porté par le GIE César Vital. Cette trentaine d'éditeurs représente vraiment un éventail des solutions qui sont disponibles sur le marché. Et c'est avec ces acteurs-là que l'on co-construit le processus de référencement. On co-construit ce processus d'abord en allant discuter de sujets, entre guillemets, extrêmement techniques, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure sur les modalités d'appariement des personnes, c'est-à-dire quels moyens d'identification électronique utilise-t-on pour s'assurer qu'on parle bien de la même personne des deux côtés du service. On construit également avec ces personnes-là, avec ces éditeurs-là, un certain nombre de cas d'usage clés qui nous permettent de savoir quelles sont les meilleures manières, quelle sera la meilleure manière d'exposer les ressources, les données de santé de mon espace santé, que ce soit les documents, les mesures, les données du profil médical ou les données d'agenda. Donc, ce travail, il est vraiment au fil de l'eau. Encore ce matin, nous avions un atelier autour des échanges de données liés au profil médical. Et il va nous permettre donc de publier au fil de l'eau les spécifications techniques, résultats de ces travaux et de ces discussions. Enfin, en dehors de l'appel à candidature, l'objectif, c'est de permettre, comme je vous le disais, au plus grand nombre d'être prêts au 1er janvier 2022 pour faire référencer leurs solutions au catalogue de services Mon Espace Santé. Pour ça, je vous invite à consulter Convergence pour prendre connaissance des critères liés à la doctrine technique. Nous publierons tous les critères avec les critères techniques d'interopérabilité, mais aussi le volet éthique qui ne figure pas à proprement parler dans Convergence aujourd'hui, des critères que nous sommes en train de co-construire avec la HAS pour la vérification de la qualité du contenu des solutions, mais aussi un certain nombre de critères liés au bon respect du RGPD, spécifiquement dans le cadre des finalités dont je vous ai parlé pour Mon Espace Santé. Tous ces jeux de critères-là, on va les publier en consultation publique à partir de la fin du mois de juin pour recueillir vraiment vos retours, aussi bien sur la légitimité, la pertinence de ces critères, que sur leur formulation, leur compréhensibilité, le fait voilà, de les rendre le plus explicite possible pour que tout le monde s'y retrouve. D'un point de vue du processus de référencement en tant que tel, il démarre au mois de novembre, c'est-à-dire que vous pourrez remplir Convergence et faire votre demande de référencement à compter du mois de novembre. Nous, on traitera les demandes au fil de l'eau. Certaines seront disponibles pour le 1er janvier 2022, d'autres seront disponibles plus tard dans l'année en fonction du traitement au fil de l'eau des dossiers qu'on aura pu obtenir. Donc, dernier point sur les outils d'accompagnement qu'on met à votre disposition. Tout d'abord, on va poursuivre les webinaires ANS, on va poursuivre les webinaires prévus dans le cadre de Genius, comme celui qu'on a fait aujourd'hui, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a de nouveaux éléments d'information, on puisse vous les partager. Ensuite, on va mettre à disposition, comme je vous le disais, sur Genius, un parcours guidé pour faire en sorte que toutes les personnes sachent quelle démarche ils doivent suivre pour voir leur solution référencée dans Mon Espace Santé. Et enfin, on continuera d'animer un certain nombre de webinaires spécifiquement liés au référencement jusqu'à la fin de l'année 2022. Voilà pour les éléments de calendrier que j'avais à vous partager aujourd'hui. On va passer au temps de questions-réponses, mais avant ça, quelques mots sur les prochaines étapes. Donc, encore une fois, savoir si votre solution est concernée, c'est les 3 questions dont on s'est parlé tout à l'heure. Ça vous permettra très vite de savoir si le référencement de Mon Espace Santé, si vous êtes concerné par le référencement de Mon Espace Santé ou pas. N'hésitez pas dès maintenant à aller créer votre compte sur Convergence. Les questions vont évoluer d'ici la fin de l'année, mais le principe de Convergence sera le même. N'hésitez pas à aller le découvrir pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Vous pouvez d'ores et déjà démarrer l'évaluation de votre conformité à la doctrine technique sur Convergence. Et enfin, dans le cadre de l'arrivée de Mon Espace Santé, on mène en ce moment une concertation publique ouverte au plus grand nombre. N'hésitez pas, vous aussi, à aller y participer pour nous aider à réussir ensemble Mon Espace Santé. Ça, c'est vraiment 4 choses qu'on peut faire dès maintenant pour contribuer à la réussite de Mon Espace Santé et faire en sorte que votre service soit disponible
le plus tôt possible dans le catalogue de services de mon espace santé. Enfin, quelques outils à votre disposition. Je vous disais tout à l'heure que l'on mène des travaux avec le GIE Sésame Vital et un groupe de travail d'une trentaine d'éditeurs. L'ensemble des livrables et des documents de travail de ce groupe de travail sont publics et sont publiés sur l'espace éditeur du GIE Sésame Vital. Donc, n'hésitez pas à aller vous créer un compte sur le site du GIE. Vous y retrouverez, si ça vous intéresse, tous les documents de travail et les livrables qui sont co-construits avec la trentaine d'éditeurs qui participent à l'appel à candidature du store. Ensuite, comme je vous le disais, dès que le parcours guidé Genius sera disponible, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous en saurez beaucoup plus sur le mode de fonctionnement de mon espace santé. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et maintenant, place aux questions. Alors, on a pas mal de questions dans les questions. On va tenter de répondre au maximum. Pour celles qui n'auront pas de réponse aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on vous prépare une foire aux questions qui sera en ligne sur le site de l'ANS, donc isanté.gouv.fr. Et la première question. Bonjour, la liste des partenaires pour l'agenda partagé est-elle déjà définie? Alors, la liste des partenaires pour l'agenda partagé, j'imagine que vous faites référence à tous les services qui pourront être référencés et échanger des informations avec l'agenda partagé de mon espace santé. Donc, en fait, tout service qui gère des données d'agenda pourra être référencé et échanger des données avec mon espace santé à condition qu'il s'inscrive dans les 4 finalités dont je vous ai parlé, c'est-à-dire prévention, soins, diagnostic, suivi social et médico-social. Donc, si votre solution fait partie de ces 4 finalités-là, s'inscrit dans ces 4 finalités-là, et qu'elle gère des données d'agenda, alors elle pourra être, entre guillemets, partenaire de l'agenda partagé de mon espace santé. Question suivante. Le DMP est une réussite numérique, mais qualitativement pas ou peu effectif. Comment gérer le fait que les offreurs de soins soient réticents? Eh bien, c'est un vrai sujet et ça fait partie des constats sur lesquels on s'est appuyé pour construire mon espace santé, aussi bien dans sa vision produit que dans sa stratégie de déploiement. Aujourd'hui, un des arguments que l'on échange avec les offreurs de soins, comme vous le dites, c'est il s'agit principalement d'un outil à destination des patients, des usagers, et non pas, comme a pu l'être le DMP à un moment, comme un outil de coordination des parcours à destination des professionnels. Il s'agit vraiment, pour mon espace santé, d'un outil à la main du patient pour faire en sorte qu'il alimente lui-même, dans un premier temps, son espace santé, ses données de santé, pour faire en sorte qu'elles puissent être utiles dans son parcours de soins, dans sa prise en charge. Donc, c'est vraiment un changement de positionnement assez important qui devrait permettre aux professionnels de santé, aux offreurs de soins, de s'inscrire plus facilement parce qu'en fait, on leur demandera, entre guillemets, moins de contributions obligatoires ou actives à la construction du dossier médical des personnes. C'est vraiment à la main du patient, le premier concerné qui alimentera mon espace santé. Et par ailleurs, vous le savez, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, on accompagne du côté du Ségur de la santé avec un plan d'investissement historique de 2 milliards d'euros, le fait de déployer toutes les solutions nécessaires pour fluidifier les données de santé dans le parcours de soins des personnes, notamment d'améliorer la qualité et l'interopérabilité des logiciels pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun frein à l'alimentation du DMP du côté des professionnels de santé, qu'il n'y ait plus aucun frein à l'usage de la messagerie sécurisée entre professionnels et demain avec leurs patients. On a vraiment, en plus de ce, on va dire, repositionnement de mon espace santé, une réelle stratégie d'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème pour qu'on puisse prendre le virage du numérique en santé et faire en sorte que l'usager récupère leurs données de santé dans mon espace santé demain. Merci Ella. Alors, question suivante. Mon espace santé contiendra-t-il une plateforme IoMT, les objets connectés pour les maladies chroniques, diabète, cardio, accessible et centralisée pour tous les professionnels de santé? Alors, concrètement, tous les logiciels qui sont liés à ces objets connectés pourront candidater à de l'échange de données avec mon espace santé. Sur le scope
des données qui pourront être échangées, il s'agit soit de la dizaine de mesures de données de santé dont je vous ai parlé, poids, taille, glycémie, tension artérielle, des données, on va dire, de base, génériques. Et effectivement, ces plateformes-là pourront alimenter mon espace santé et le patient pourra partager ces données avec les professionnels qui interviennent dans leur prise en charge. Donc ça, c'est un premier élément qui va petit à petit dans le sens de ce que j'imagine vous parlez de quand vous parlez de la plateforme pour les professionnels. Et on pourra aussi, dans le cadre des documents qui pourront être échangés entre mon espace santé et les services référencés, récupérer les fameux rapports hebdomadaires ou mensuels qui sont issus d'un certain nombre de ces applications-là, pour faire en sorte d'abord que les usagers puissent les stocker avec le reste de leurs données de santé, mais aussi qu'elles puissent être accessibles aux professionnels qui utilisent, qui consultent le DMP de leurs patients. Merci. Alors ensuite, les patients, associations de patients peuvent-elles participer à la construction de mon espace santé? Comment être intégrées? Avec grand plaisir. Alors, il y a un webinaire, si je ne me trompe pas, Élodie, après-demain, qui cible spécifiquement les associations de patients. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on échange très, très régulièrement avec France Asso Santé. Vous l'avez vu dans la vidéo présentée en introduction, ce sont vraiment des partenaires centraux dans la construction de ce dispositif-là. Encore ce matin, on échangeait avec les acteurs du réseau France Asso Santé pour tester mon espace santé. Nous, on a besoin régulièrement d'avoir des acteurs du terrain qui nous fassent des retours sur les premiers éléments de maquette, sur les premiers éléments de concept. Et donc là, on travaille avec France Asso Santé pour recruter un certain nombre de bénévoles des associations du réseau pour tester les maquettes. Donc, si vous voulez nous laisser vos coordonnées, si vous voulez participer à ces tests, à ces échanges-là, vraiment, n'hésitez pas à le faire et à nous le dire dans le chat. Je te confirme là que le webinaire, c'est bien vendredi à 10h30 et n'hésitez pas à aller sur réussirmonespacesanté.fr, vous aurez le lien d'inscription et toutes les infos. Question suivante, comment ferez-vous pour numériser tous les dossiers patients papier dans les hôpitaux? Ils sont indispensables pour avoir une vue complète. C'est pas l'ambition, en toute sincérité. On va pas chercher à les numériser tout l'historique des parcours des patients dans les hôpitaux pour les faire rentrer à la main dans mon espace santé. C'est pas la vision qu'on essaye de porter aujourd'hui. Ça serait titanesque, sisyphien presque. On aurait du mal à y arriver, en tout cas, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est petit à petit construire avec les établissements de santé, avec les éditeurs qui outillent les établissements de santé, les mécanismes d'échange de données pour permettre aux patients de récupérer systématiquement leurs données de santé après une hospitalisation. On va commencer par gérer le flux pour petit à petit arriver à faire en sorte de consolider et de surtout redonner la main aux patients sur leurs données de santé. On ne va pas commencer par s'attaquer au stock. On verra peut-être dans un second temps si on a réussi à outiller ça pour que ça devienne beaucoup plus simple. Mais dans un premier temps, il s'agit vraiment d'outiller les établissements de santé. C'est notamment des choses que l'on est en train de faire dans le cadre du Ségur avec l'équipe qu'on appelle la Task Force Hôpital, d'outiller les établissements de santé pour qu'ils puissent systématiquement, après une hospitalisation, envoyer le compte rendu de l'hospitalisation, la lettre de liaison, l'ordonnance de sortie au patient dans son DMP. C'est vraiment tous les enjeux qu'on est en train d'essayer de lever, aussi bien avec des leviers de financement à l'équipement, c'est-à-dire faire évoluer les logiciels qui sont utilisés par les établissements de santé, que des leviers de financement à l'usage, c'est-à-dire conditionner une partie des financements d'équipement des établissements hospitaliers à entre guillemets la rétribution des données numériques à leurs propres patients via le DMP notamment. Donc on construit ce juste équilibre avec les établissements de santé et leurs éditeurs pour s'assurer que dans le parcours de soins des personnes, après une hospitalisation, elles puissent récupérer les documents clés de leur parcours. Ensuite, les assurés sociaux qui s'opposeraient à l'ouverture de mon espace santé n'auraient-ils pas une dégradation de leur parcours? En fait, je ne sais pas si on appellera peut-être ça en 2050 une dégradation du parcours si on a réussi ensemble ce pari. Mais aujourd'hui, les personnes qui s'opposeraient, elles auraient exactement le même parcours que ce qu'elles ont aujourd'hui.
c'est-à-dire qu'elles choisiraient de stocker leurs données de santé par leurs moyens propres, soit dans un carton, soit pour celles qui les numérisent en local sur leur ordinateur, soit pour certaines personnes sur leur Google Drive. Chacun est libre d'utiliser la solution de stockage et de gestion de ses données de santé telle qu'il le souhaite. Nous, on pense juste que c'est le rôle de la puissance publique, c'est le rôle de l'État d'offrir une solution souveraine, nationale, gratuite, sécurisée et confidentielle pour que les usagers puissent gérer leurs données de santé. Et bien évidemment, ils ont tout à fait le droit d'accepter cette solution ou de s'y opposer en respect du RGPD. Est-il prévu de centraliser les données de santé des enfants, aujourd'hui réparties dans de multiples cabinets, orthophonistes, psychologues, orthoptistes, psychomotriciens, etc. Excuse-moi, Elodie, est-ce que tu peux répéter la question? Je ne suis pas sûre Oui, d'avoir est-il compris. prévu de centraliser les données de santé des enfants, aujourd'hui réparties dans différents cabinets? D'accord. Alors, sur les données de santé des enfants, tout d'abord, un premier point. Donc, en tant qu'assurés sociaux, les enfants, ils auront aussi un compte Mon Espace Santé qui leur sera ouvert par défaut, sauf opposition. Ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu. Autre chose qui est prévue, c'est que on va pouvoir sécuriser l'accès délégué d'un parent au compte de son enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cas du DMP actuel, par exemple, si votre enfant a un DMP, la seule et unique manière que vous avez de vous connecter à son DMP, c'est d'avoir son identifiant et son mot de passe. Demain, avec Mon Espace Santé, vous pourrez vous connecter en tant que parent, en tant qu'ouvrant droit au centre de l'assurance maladie, au compte Mon Espace Santé de votre enfant. Donc ça, c'est un premier élément sur les modalités d'accès. Ensuite, sur les modalités d'alimentation, c'est-à-dire comment est-ce que le compte de mon enfant va être rempli. Eh bien, comme je vous le disais, vous pourrez le remplir vous-même en accédant au compte de votre enfant avec les ordonnances, les résultats d'examen et bien évidemment, les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge de votre enfant pourront alimenter via leur logiciel, lorsqu'il est DMP compatible, les documents clés du parcours de soins de votre enfant. Et donc, ça sera notamment à nous, en tant que citoyens, en tant que parents, d'aller demander systématiquement aux professionnels qui interviennent dans la prise en charge de nos enfants de pousser ces documents, ces informations, ces données de santé dans Mon Espace Santé, dans le compte Mon Espace Santé de nos enfants. Est-ce que cela fonctionnera comme les stores avec une mise en avant des applis les plus téléchargées et y aura-t-il des notes des applications? En toute sincérité, dans un premier temps, pas du tout. C'est pas du tout prévu. On est vraiment là en train de construire quelque chose, comme je vous le disais, d'assez inédit. On n'a pas voulu définir de règles de personnalisation, de mise en avant, de différenciation des applications les unes par rapport aux autres. Mais nécessairement, si on a une politique aussi inclusive que celle que je vous partageais, eh ben, ne serait-ce que pour la lisibilité de l'offre du point de vue de l'utilisateur, il faudra qu'on trouve les critères de différenciation des applications les unes vis-à-vis des autres. Et donc, ce qu'on imagine pouvoir faire, dans un premier temps, c'est afficher les solutions dans un ordre aléatoire à l'utilisateur. Et quand la liste deviendra trop importante pour être utilisable, de mettre en place des critères de personnalisation en fonction des informations qu'on connaît sur la personne. Par exemple, permettre, si on sait que la personne est une femme, par exemple, de mettre particulièrement en avant les applications qui font, par exemple, du suivi des menstruations, ou voilà, des modalités de personnalisation plutôt liées au profil de nos utilisateurs. C'est ce sur quoi on est parti là, en tout cas d'un point de vue du concept. Par contre, on est encore très loin d'avoir défini concrètement comment est-ce que ça fonctionnera, et on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler plus tôt l'année prochaine. Les mutuelles auront-elles accès à ces données de santé? Non, pas du tout, pas du tout. Après, si un service numérique en santé est référencé et que, par exemple, il est développé par une mutuelle et que ce service s'inscrit dans l'une des 4 finalités,
alors oui, il pourra être référencé. Par contre, s'il s'agit d'accéder aux données pour, par exemple, redéfinir la tarification de la politique d'assurance de tel ou tel usager, c'est interdit par la loi. Donc, aucune mutuelle ne pourra avoir accès à ces données. On a vraiment un mythe ici à déconstruire ensemble, mais bien évidemment que les mutuelles ne pourront pas avoir accès. Encore il y a un mois, on échangeait avec elles et elles nous ont elles-mêmes dit il faut vraiment qu'on soit extrêmement explicite sur ce point-là en termes de communication dès le début pour ne pas semer le doute dans l'esprit des personnes. Y aura-t-il un lien avec les informations présentes sur l'espace personnel amélie.fr? Alors aujourd'hui, le principal lien, c'est l'accès à l'historique de remboursement, comme on l'a jusqu'à présent dans le DMP. Ensuite, on est en train de travailler les ponts avec Amélie, puisque très concrètement, dans le parcours de la gestion de ces remboursements, on peut avoir des informations de prévention qu'on pourrait peut-être retrouver dans mon espace santé. Donc l'idée, c'est de permettre à l'utilisateur de naviguer de manière fluide et d'accéder aux informations qui lui sont utiles, enfin aux informations utiles au bon moment dans son parcours de soins. Donc là-dessus, on a commencé les discussions avec l'équipe en charge d'Amélie, côté assurance maladie. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que les données de l'historique de remboursement telles qu'on les a dans Amélie, on les retrouve dans mon espace santé. Pour les autres liens, on va aller pas à pas en identifiant les parcours où ça fait sens pour renvoyer les personnes vers leurs données de remboursement dans Amélie. Quid de la communication entre les professionnels de santé, l'équipe de soins? Alors, c'est pas du tout un périmètre qui est couvert par mon espace santé. Aujourd'hui, dans la communication entre professionnels, il y a plein d'outils. Il y a la messagerie sécurité de santé, on en a parlé. Il y a les outils de coordination, les plateformes territoriales de coordination, etc. La question de la fluidification et de la sécurité des échanges de données entre professionnels à des fins de coordination et de parcours, c'est pas entre guillemets un challenge que mon espace santé cherche à relever. La finalité ici, elle est vraiment du point de vue du citoyen pour qu'il récupère ses données de santé, pour qu'il puisse gérer ses données de santé, pour qu'elles lui soient utiles dans son parcours de soins. Sur les échanges entre professionnels, on a tout un tas d'autres outils à disposition dont malheureusement je ne saurais pas beaucoup vous parler aujourd'hui. Comment prenez-vous en compte l'obstacle de la standardisation et la structuration des données? Une réglementation pour unifier les modèles et les formats de données auprès des éditeurs est-elle en cours de rédaction? Alors oui, donc vous avez peut-être suivi, mais il y a pas mal de choses qui, d'un point de vue législatif et réglementaire, ont pas mal évolué sur les 2-3 dernières années. Il y a notamment un certain nombre de référentiels qu'on qualifie maintenant d'opposables, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires pour les éditeurs du secteur. Le premier à avoir vu le jour, c'est le référentiel applicable à l'identité nationale de santé, l'identité numérique de santé, pardon, l'INS. Donc, petit à petit, tous les référentiels de sécurité et d'interopérabilité qui sont publiés par l'Agence du numérique en santé, lorsque c'est pertinent et nécessaire, deviendront opposables. Donc, on a les leviers législatifs, on a les leviers réglementaires, et derrière, c'est petit à petit que les référentiels, lorsqu'ils auront atteint un certain stade de maturité, deviendront opposables pour les éditeurs du secteur. Donc, les challenges de techniques d'interopérabilité vont être résolus grâce à ces leviers de ce qu'on appelle donc l'opposabilité, c'est-à-dire qu'il y aura des modèles, des standards de données définis par l'Agence du numérique en santé dans le cadre qu'on appelle le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Ces référentiels-là deviendront opposables au fur et à mesure. Quelle place dans mon espace santé pour les solutions qui comportent un dossier médical et ou un agenda? Elles peuvent être référencées exactement comme les autres. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant pour les utilisateurs de ces solutions-là de alimenter ces agendas, ces dossiers médicaux à partir des données issues de mon espace santé et inversement, de récupérer les données issues dans ces agendas et ces dossiers médicaux dans mon espace santé pour pouvoir les partager. Je ne sais pas exactement à quelle solution est-ce que
vous faites référence, mais on a vu tout un tas de parcours utilisateurs possibles avec la trentaine d'éditeurs dont je vous parlais tout à l'heure qui co-construit avec nous dans le cadre du groupe de travail piloté par le GIE César Vital, le catalogue de services de Mon Espace Santé. Quid des applications déjà connectées au SI hospitalier que les patients auraient téléchargées dans le cadre de leur suivi de parcours patient? Comment seront-elles interconnectées à cet espace patient? Exactement comme les autres, c'est-à-dire qu'au-delà de la relation qu'elles ont avec l'établissement de santé en particulier qui les a pris en charge dans le cadre de leur hospitalisation, elles pourront récupérer ces données, par exemple, pour les échanger avec leur médecin traitant en ville ou n'importe quel autre professionnel, ou simplement stocker les données issues de ces applications-là, par exemple, pour qu'elles puissent être réutilisées à tout moment de leur parcours. Donc, si une application est aujourd'hui synchronisée avec un SIH, bah, quelque part, c'est d'autant plus riche sur la nature des données qui pourront y être récupérées par l'utilisateur, pour l'utilisateur, si ça fait sens en fait pour vos services. C'est vraiment quelque part là des propositions de valeur complémentaires qu'on peut proposer aux utilisateurs. C'est difficile de façon générique comme ça de vous répondre précisément sur là où se situe la valeur, mais en tout cas, si la question est quelle place y a-t-il à ces applications, exactement la même que pour toutes les autres applications dont on s'est parlé jusqu'à présent. Les établissements de santé pourront-ils peupler les rendez-vous de l'agenda Mon Espace Santé suivant quelles normes? Alors, sur la norme applicable, aujourd'hui, on va s'appuyer sur les normes FHIR pour les données d'agenda. Donc là-dessus, pareil, on publiera la documentation technique dès qu'elle aura été consolidée. Pour les établissements de santé, oui, ils pourront alimenter directement les données d'agenda. Alors, à condition que les solutions qu'ils utilisent soient référencées au catalogue de services. C'est-à-dire, si un établissement de santé a un portail d'établissement qui gère un agenda, alors ce portail d'établissement, s'il est référencé, pourra alimenter l'agenda de Mon Espace Santé. De même, si elle utilise un service de rendez-vous externe, ce service de rendez-vous pourra alimenter. On n'a pas aujourd'hui prévu de modalité d'alimentation directe de l'agenda via le SI interne d'un établissement de santé. Par contre, c'est vraiment des sujets qu'on a en tête. L'objectif pour nous, c'est de faire des ressources agenda, profil médical et mesures de santé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des ressources qui peuvent être alimentées selon les mêmes modalités qu'on alimente le DMP aujourd'hui, par un professionnel ou par un établissement de santé. Ça, c'est un chantier qui est plutôt devant nous, on va dire, pour 2021. Mais à court terme, ce qui est sûr, c'est qu'une application quelque part développée par un établissement de soins, si elle est référencée au catalogue de services, pourra échanger des données avec l'agenda de Mon Espace Santé. Les éditeurs étrangers de solutions numériques peuvent-ils s'inscrire? Alors, c'est une très bonne question. On l'a déjà eu. Pour l'instant, il n'y a aucun frein à ça. Donc, oui, il va y avoir des conditions liées à l'hébergement des données, notamment HDS, qui prévoit notamment que les données ne puissent pas quitter le territoire européen. Donc, il va y avoir des conditions spécifiques. Mais a priori, une solution développée par un acteur étranger peut tout à fait être référencée au catalogue de services de Mon Espace Santé. L'interopérabilité avec le DMP sera-t-elle suffisante pour être interopérable avec Mon Espace Santé? Alors non, comment dire? Donc non pour les services édités par des acteurs du secteur. Si votre solution elle est compatible avec le DMP, c'est-à-dire qu'un professionnel qui utilise votre solution peut alimenter le DMP de la personne peut consulter cette donnée dans Mon Espace Santé, puisque le DMP disparaît et les données du point de vue de l'usager, je veux dire, le DMP disparaît et les données sont reprises dans Mon Espace Santé. Donc, à ce titre-là, sur la modalité d'alimentation par un professionnel de santé du DMP d'un patient, les conditions restent inchangées. Par contre, si votre service veut être référencé au catalogue de services de Mon Espace Santé, si vous voulez pouvoir accéder aux autres ressources de Mon Espace Santé que sont les mesures de santé, le profil médical et les données d'agenda,
alors il va falloir se mettre en conformité, consommer des API publiques de Mon Espace Santé qui vont être publiés d'ici la fin de l'année et qui auront des normes et des critères d'interopérabilité spécifiques, différentes de celles du DMP. Et notamment, une des différences, c'est qu'on va très largement moderniser le dispositif. Certains d'entre vous ont peut-être déjà échangé avec les web services DMP qui sont sur des technologies, on va dire, assez anciennes. Là, l'objectif, c'est de passer sur des API REST avec des données au format FHIR et donc un peu de moderniser les modalités d'échange et d'interopérabilité qui s'appliquent d'un point de vue technique. Alors, une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de notre créneau. On a parlé tout à l'heure de l'aspect de l'espace santé des enfants par les parents. Et qu'en est-il pour les aidants? Très bonne question. Alors, en toute sincérité, on est parfaitement conscient du sujet. Ça fait vraiment partie des attentes qui nous ont été remontées par des acteurs de terrain, par des associations de patients, par des usagers eux-mêmes. Malheureusement, on n'a pas pu traiter ce sujet sur l'année 2021 parce qu'il est extrêmement complexe sur la modalité de vérification de l'identité de l'aidant et du tiers à qui on donne accès à ces données extrêmement sensibles. On a commencé à en parler avec des associations du secteur, avec notamment l'UNAF, pour essayer de construire une modalité de délégation de ces accès qui soit sécurisée, qui permette de garantir une bonne traçabilité des accès, savoir qui a consulté quoi en termes de données. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue réglementaire, législatif, on est en capacité de le faire. D'un point de vue technique, on est en capacité de le faire, c'est-à-dire que sur les modalités de délégation des accès dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la relation parent-enfant, ce mécanisme technique-là de gestion des accès délégués, il sera tout à fait réutilisable pour la délégation d'accès à un aidant. Ce qu'on n'a pas encore travaillé et ce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre pour 2021, c'est vraiment le fait de pouvoir déléguer l'accès, par exemple, justement, d'un aidé à son aidant, à sa cousine, à une assistante sociale qui le prend en charge. Ces modalités de délégation d'accès à un tiers-là sont pas encore construites et c'est vraiment sur notre roadmap pour 2022, pardon. On a vraiment le sujet bien en tête. Merci Ella. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci Ella pour ton intervention. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Comme je vous le disais, les questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui feront l'objet d'une FAQ. N'hésitez pas à participer à la concertation publique. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Vous allez recevoir d'ici quelques minutes le lien du replay. Et pour ceux qui voudraient recevoir le support de présentation, n'hésitez pas à nous écrire à monespacesanté@isanté.gouv.fr. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Merci Elodie. Merci tout le monde. À bientôt.